Si on pense que la vie est d'une certaine façon, puis là, je vous confronte avec la science, puis là, vous faites OK, ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. On vient d'avoir un chiffre de conscience, on vient d'avoir un chiffre de croyance, sans nécessairement passer par cette souffrance. Mon invité aujourd'hui, Philippe Brouillard. Alors, Philippe Brouillard est un étudiant et un enseignant au niveau de doctorat en physique quantique, lié avec le Dr Amit Goswami, qui est une grande sommité dans le domaine. Alors, Philippe, c'est vraiment un curieux, hein? Depuis tout jeune, avec ses parents, il a baigné dans tout le domaine de la psychospiritualité. Il a vraiment développé une sensibilité et une aspiration profonde de comprendre, hein, le sens de la vie et de pouvoir animer chez les gens cette volonté de comprendre certaines choses, hein, de pourquoi, le comment, et d'éveiller aussi le plein potentiel dans les possibilités de l'être humain. Alors, bienvenue Philippe. Bonjour Brigitte. Tu es impliqué dans ces études-là depuis plusieurs années, mais j'aimerais ça faire peut-être un petit parcours là, très, très, très rapide. Hein? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être donc investi dans ce champ d'activité? Quand j'étais jeune, je me sentais très différent avec tout ce que j'apprenais. J'étais déjà dans la spiritualité à 9 ans. J'étais très bon à l'école, puis rendu au secondaire, ben là, il faut que tu travailles plus. Puis moi, à 14 ans, je voulais quitter l'école. Donc là, ils m'ont assis devant le directeur, ils m'ont montré que j'étais le troisième plus intelligent dans les examens d'admission au secondaire. Mais pour moi, c'était comme... Pourquoi qu'on apprend ça? Ben, parce que il n'y a jamais eu de réponse pourquoi qu'on faisait les choses. Moi, j'essayais de comprendre les choses, mais on dirait que les gens ne voulaient pas comprendre. C'est l'expérience que j'avais. Fait que je me suis lancé dans un paquet de formations à chercher quelque chose, comprendre quelque chose que je savais pas vraiment c'était quoi. Si je l'avais su, ça aurait été facile. Quand on sait qu'est-ce qu'on cherche vraiment, c'est comme facile à trouver, mais j'ai passé ma vie à faire de la recherche dans un sens, mais sans mettre le doigt dessus. Quand j'ai commencé à travailler pour mon père, là, j'ai comme, il y a quelque chose qui m'inspire. Aider les gens à retrouver une santé, à retrouver une vie, c'est devenu ma mission. Puis même au travers de cette mission-là, qui est une super belle mission noble, hein, qu'on avait un sens dans la vie, mais encore, je n'avais pas trouvé, même au travers de tout ça. Parce qu'on nous dit souvent, ben, la vie, c'est à propos avoir du succès, avoir de l'argent, avoir un impact. Mais même si j'avais tout ça, ben, je ne l'avais encore pas. C'était quoi ce sentiment que je cherchais? On peut dire que tu avais comme un sentiment de vide, le ressenti, puis le côté spirituel. Ton père est un médecin qui a écrit plusieurs livres, hein, Gaëtan Brouillard, puis avec ta mère, Carole, tu baignais dans un environnement qui favorisait cet éveil. Oui, effectivement. Tu sais, mes parents sont allés souvent au Népal, au Tibet, en Inde pour aller dans des ashrams, des choses comme ça. Tu sais. Puis ça, bon, j'ai 43 ans, puis tu sais, la spiritualité au Québec n'était pas quelque chose de très commun. Là. On avait des Bouddhas, puis des... Moi, j'ai pas fait ma confirmation. Mes parents m'ont dit si j'avais l'envie de la faire, j'ai dit non. Ils ont dit OK. Fait que j'étais le seul après l'école qui allait pas à l'église. Ça m'inspirait pas, ça me parlait pas. Mais j'ai tout le temps été dans cette recherche. Puis tu sais, même avec cette entreprise-là, à la fin que j'avais avec ma femme, Natacha Ozrak, super succès. Je me suis dit, il faut que je sorte de là. Je suis pas passionné par ça, même si j'ai un impact, puis c'est une mission noble, tu sais. Puis c'est là que en cherchant, que je suis tombé sur le doctorat que je suis en train de faire avec Dr Amit Goswami, hein, sur la science quantique de la santé, de la prospérité et du bonheur. Puis c'est un aspect qui est plus psychologique, si on veut, mais qui est très dans l'évolution de l'âme, de l'homme. C'est qui cet être d'évolution? C'est qui cette personne? Mais c'était pas encore un cours de spiritualité, mais c'est un cours de compréhension avec la science de c'est quoi, comment la vie allait réellement. Pour moi, ça a été comme un peu le choc. Finalement, OK, il y a quelqu'un qui est capable de m'expliquer pourquoi. La question que je posais au secondaire, même quand j'ai fait ma maîtrise, mon MBA, pourquoi? Pourquoi? Mais il n'y en avait pas de réponse. C'est parce que c'est comme ça. Tu as dit quelque chose qui est très important et moi je me reconnais aussi là-dedans, c'est que tu as été éduqué dans un milieu avec beaucoup de liberté. Tu n'as pas eu beaucoup d'aspects contraignants dans ton esprit créatif, d'être dans la compréhension, mais aussi de faire une conjugaison dans différentes influences psychospirituelles. Puis maintenant, c'est ce que tu as fait avec l'écriture de ton livre, que tu as co-écrit avec ton père, ton livre
La vie repensée qui est parue l'année dernière. Puis là, tu as bientôt l'édition Ouais, anglophone ouais. qui va être La version anglophone là, publiée. qui sort, qui est sortie d'une journée à l'autre. Là, donc, très excité d'avoir les deux langues maintenant qui vont cheminer ce chemin-là. Mais tu sais, c'est intéressant parce que même comment j'ai grandi, ben, on faisait quand même beaucoup de voyages. L'été, on partait pendant un mois en motorisé, en VR. On faisait l'exploration du Canada, des États-Unis. On a fait comme quasiment tout, là. Puis même, j'avais un camp de vacances. C'était une semaine, on était dans la nature, dans le nord du Québec. Tu sais, fait que c'était beaucoup de l'exploration. Malheureusement, le système d'éducation détruit notre créativité. Il y a un chercheur à la NASA qui a démontré qu'à l'âge de 5 ans, on est à 98% créatif. C'est 2% chez l'adulte de créativité, puis lui, sa raison, c'était à cause du système d'éducation. Tu sais. Si on regarde des enfants qui ont fait le tour du monde, ils ont vécu tellement de choses extraordinaires, puis quand tu as une conversation où tu les entends parler, ils sont fascinants parce qu'ils ont été en contact avec toutes sortes d'incertitudes, toutes sortes de créativité, toutes sortes de choses qu'ils ne peuvent pas prévoir. Et que ça fait des aides complètement extraordinaires. Le système d'éducation a basé beaucoup sur la prédominance du développement du cerveau gauche. Justement, ton livre fait appel à la physique quantique, qui est vraiment comme un aspect de transformation que l'individu peut apprivoiser pour avoir une vision différente de sa vie et comment il interagit avec l'extérieur. Il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent qui sont dans la spiritualité parce que ça fait du sens. Puis même le Dalai Lama, il y a quand même plusieurs années, il a fait un groupe de gens qui faisaient venir des chercheurs pour essayer de comprendre c'est quoi. Puis une des phrases qu'il a dit, la spiritualité sans la physique quantique, c'est une vision incomplète de la réalité. On est dans une compréhension de textes anciens qui est souvent très poétique, qui est très imagé, mais ça veut dire quoi? Comment ça s'applique dans notre vie? Aujourd'hui, on a l'explication de tout ça qui est la physique quantique qui nous amène des explications nous disant oui, tout est un. Ah, le oneness en anglais qui est le mot plus utilisé. Et la physique quantique est capable de nous expliquer cette même réalité-là aujourd'hui puis nous expliquer comment ça marche. Fait que plus qu'on va comprendre la vie telle qu'elle est, plus qu'on va être capable d'évoluer dedans. Fait qu'on a évolué technologiquement au niveau matériel, au niveau de toutes ces choses-là, mais comme être humain, on n'a pas tellement évolué. En réalité, c'est comme si on aurait désévolué. Si on prend les gens qui sont athées, qui croient plus au matériel, qui ne croient pas vraiment à rien de plus grand qu'eux autres, puis après ça, on prend les gens qui sont en religion ou en spiritualité, mais les gens qui sont athées, leur longévité est moins grande que les gens qui croient à quelque chose de plus grand qu'eux autres. Et ce qui est très important aussi dans ce que tu expliques, on voit que dans tout cet univers d'énergie, de champs électromagnétiques, tout ça a une influence, même si ce monde n'est pas perceptible de par nos yeux. L'exemple, en 1935, il y avait Einstein, Podolsky, Rosen, qui sont trois chercheurs qui ont démontré un concept, mais qui était encore plus ou moins accepté parce que ça faisait comme pas de sens. Hein? Ils ont pris 2 photons de lumière, donc des particules de lumière, ils ont fait connecter ensemble, ils ont comme fait tenir la main chacun, puis après ça, ils ont distancé. Et quand ils faisaient quelque chose à un d'eux, l'autre réagissait instantanément, peu importe la distance. Fait que là, ça contredit toutes nos lois de la physique classique. C'est comme s'il était encore un à côté de l'autre en train de se toucher. Et là, souvent, les gens disaient « Ah oui, mais là, ça n'a pas de sens. » Mais en 2022, Alain Aspect, un Français, a gagné le prix Nobel pour démontrer cet aspect-là scientifiquement. Il l'a démontré en 82. Ça a pris comme 40 ans pour que ça soit accepté davantage. Et là, il a gagné le prix Nobel. Fait que là, tu te dis, OK. Et c'est quand même assez drôle de se dire que, bon, les ordinateurs, sans le concept quantique, n'existent pas. Les téléphones, la même chose. Toutes les CAT scans, les PET scans, tous les genres de scans qu'on a aux hôpitaux, ça fonctionne tout avec des processus quantiques. Mais chez l'expérience humaine, ça ne fonctionne pas. C'est comme... On a tendance chez l'être humain à séparer les choses, à dire ça c'est bon pour ça, mais ça c'est pas bon pour ça. Puis, si on regarde la plus grande source de dualité pour l'être humain, c'est l'isolement. Hein, on est le plus séparé. Et on sait comme en psychologie aujourd'hui que c'est la plus grande source de souffrance pour l'être humain. Et ce qu'on nous a tous fait vivre pendant quelques années durant le COVID, mais on sait que c'est la plus grande source de souffrance quand on est séparé. Et c'est intéressant. Et là, il y a une étude de Harvard qui a faite pendant 85 ans, ce qui n'est pas une petite étude, puis Harvard, qui n'est pas une petite université, a démontré que le plus grand facteur de longévité
c'est nos relations. C'est quand on est connecté. Hein? Mais quand on se connecte puis qu'on devient 1+1 avec les autres, on vit plus longtemps, puis quand on est complètement séparés, on meurt rapidement. C'est quand même assez intéressant. Fait que là, ça nous porte à réflexion. Puis il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est le fun. » OK, mais ça fait quoi dans ta vie? Est-ce qu'il faudrait que j'amène un peu plus de compassion, un peu plus d'amour, un peu plus de compréhension, un peu plus de curiosité envers les gens, au lieu de les juger? Dans le jugement, on est dans une séparation. Dans la curiosité, on est plus dans la connexion. On ne se pose pas ces questions existentielles aujourd'hui, malheureusement. On avait des grands philosophes qui nous disaient « C'est qui ce je dans je suis? » Bon, c'est pas important, faisons plus d'argent. Comment qu'on fait faire plus d'argent? Puis, moi, je dirais c'est comme si on a dévié un peu de notre essence primaire, l'essence même. Mais tu sais, c'est des cycles de société aussi. Hein. Tu sais, la majorité des gens, ils vivent dans un mode de survie. C'est très difficile aussi pour les gens qui sont pas nécessairement dans ce chemin-là, mais de rester où est-ce qu'ils sont. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on a tellement un niveau de confort, la vie devient confortable. Et à chaque fois que je fais l'expérience de quelque chose d'inconfortable, je vais aller camoufler tout ça avec du plaisir. On va sortir entre amis, on va arroser ça la soirée, on va aller faire un voyage. Mais en même temps, on n'est jamais en train de regarder qui nous sommes. Jusqu'à temps qu'on va frapper un mur ou qu'il va arriver quelque chose, comme la crise de la quarantaine. C'est comme des fois, je pose la question, qui ça va bien dans la vie? À peu près tout le monde lève la main. OK, après ça, qui ça va bien dans son couple? Ah, là, finalement, il y a moins de mains qui lèvent. Mais là, si ça va bien dans ta vie, ça veut dire que ça va bien dans ton couple, ça va bien dans ton travail, ça devrait bien aller dans tous les domaines. Mais plus qu'on s'en va spécifiquement, précisément, finalement, il n'y a pas grand-chose qui va bien, mais le tout va bien. Mais on ne regarde pas les tiroirs. On préfère les garder fermés. Si on les garde fermés, on n'a pas besoin de les regarder. On n'a pas besoin de gérer avec. On va être comme dans un monde un peu échappatoire. Et une des choses que mon professeur dit, Dr. Hamid Goswami, une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est l'ennui. Parce que dans l'ennui, tu dois faire face à qui tu es. Et donc, ce qu'on fait, c'est direct quand on est en ennui, on s'en va sur notre téléphone, on ouvre un livre, on écoute un film, on est dans le divertissement facile aujourd'hui. Pourquoi que le divertissement avait commencé? C'est pour être sûr que la population ne se révolte pas, on va les divertir. On va leur donner quelque chose pour les maintenir dans un aspect de plaisir. Mais on n'est pas dans une évolution, on est dans rien. On est dans consommer quelque chose, et une fois que c'est fini, il ne se passe rien. Le bonheur, il est intérieur, il grandit avec le temps, mais c'est petit, c'est pas intense. Mais l'être humain, aujourd'hui, cherche quelque chose d'intense. Le plaisir est intense, il est éphémère, ça va être le fun. Mais après ça, ça disparaît. Commencer à comprendre c'est quoi la vie, il faut se poser davantage de questions, et malheureusement, à l'école, se poser des questions, c'est pas très accepté. Hein? Le professeur, il aime pas trop ça, s'il connaît pas la réponse, on va arrêter de poser des questions, là, c'est pas important. Ou il y en a d'autres qui se disent, à chaque fois que je fais une niaiserie, je fais un échec, les gens rient, fait que je vais devenir humoriste, puis je vais faire rire tout le monde. Fait qu'on commence à vivre notre vie, mais pas dans une curiosité d'évolution, dans une curiosité de, OK, comment je peux faire plus? Comment je peux faire plus d'argent? Comment je peux avoir une meilleure voiture? Si on regarde le taux d'endettement au Canada, je n'ai pas regardé les chiffres dernièrement, mais il y a 2 ans, c'était à peu près 150% d'endettement par Canadien. Ça veut dire que si tu fais 50 000 par année, tu as 75 000 de dette. Justement, à travers toi, tes recherches, puis à travers les cours que tu enseignes, c'est d'amener les gens à endosser une nouvelle façon d'être. C'est quoi justement ce processus-là que tu proposes? Quand j'ai commencé mon doctorat, j'étais comme, attends, il faut que j'essaie de comprendre davantage le monde quantique pour savoir qu'est-ce que je veux faire. Après à peu près 1 an et demi d'apprentissage de ce monde-là, je me suis dit, OK. Fait que si on réussit à comprendre c'est quoi la vie, s'éveiller, c'est quoi mordre dans la vie pour vrai, eh bien notre bonheur, notre santé, notre liberté, tout ça va changer. Fait que j'ai développé un programme, puis c'est là que je l'ai testé pendant ma thèse, à confronter nos croyances à la base. Parce que comment on vit, c'est basé sur nos croyances. Pour moi, il n'y a rien d'autre dans notre vie qui est nos croyances. Et le principe en physique quantique, c'est l'observateur crée sa réalité. Et donc, si on est cet observateur dans notre vie, et on a certaines croyances, on va créer notre réalité avec ces croyances-là. Et là, si on ramène au concept d'épigénétique que tu parles,
C'est moi qui crée mon environnement, c'est moi qui crée ma réalité, et j'ai certains gènes. Et là, on sait que l'épigénétique, c'est son environnement qui va faire que le gène va s'exprimer et que la maladie va s'exprimer. Mais c'est moi qui crée mon environnement. Et donc, la seule chose que je fais quand je crée mon environnement, si je ne suis pas conscient de ce qui se passe dans mon environnement, si je ne suis pas présent, conscient, à ce moment-là, il y a une maladie qui va apparaître. Et là, je le ressens dans mon corps. Là, je ne l'écoute pas encore. Hein? Je ne suis pas présent, je ne suis pas conscient encore. Là, ça parle de plus en plus fort. Hein? Quand on n'écoute pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de crier de plus en plus pour écouter, jusqu'à temps qu'on se retrouve à un cancer. Et donc là, c'est moi qui parle, c'est moi qui crée cette réalité-là. Mais toutes ces maladies-là n'auront pas besoin de s'exprimer parce que je suis conscient de ce qui se passe. Puis des fois, ben, ça arrive, on n'est pas conscient, mais on fait « Ah, attends une minute. Je crée ça dans ma vie, donc j'ai le pouvoir de créer autre chose. » On pourrait faire un petit clin d'œil à Louise Bourbeau qui écrit « Écoute ton corps ». On sait maintenant que c'est primordial, en fait. Ça commence à être prédominant, je te dirais. Ouais. Mais tu vois, en général, souvent, l'épigénétique va être OK, il faut que tu regardes qu'est-ce que tu manges, il faut que tu regardes est-ce que tu as de la toxicité, Fait qu'on va regarder ce qui se passe à l'extérieur. Mm-hmm. Mais dans ma perspective, on va encore plus loin que ça. Dans le quantique, c'est toi qui crées l'extérieur. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu changes qui tu es, qui va changer ton extérieur. Par exemple, tu adores manger telle chose. Tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu continues à le faire. Fait qu'à quelque part, c'est considéré comme une addiction. C'est quelque chose que tu n'es pas capable d'arrêter, mais tu le fais pareil parce que ça remplit quelque chose à l'intérieur de toi. Mais la seule raison que tu fais ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui doit être rempli. Fait que si tu changes qui tu es, ton addiction va disparaître. Fait que plus qu'on réalise qui nous sommes, plus qu'on est capable de faire une expérience de la réalité différente. Et donc, tous ces concepts-là, que ce soit même épigénétique, on pourrait parler de neurosciences, ça reste souvent dans un monde 3D matériel qui sont souvent appliqués et expliqués. Mais on n'est pas un monde 3D. On est juste cette illusion du monde 3D. Mais en réalité, on n'est que de l'énergie, on n'est pas du matériel. Tu sais, notre corps physique est à 99,999% d'énergie, mais on se focus sur le 0,00001% et on dit ça, c'est la réalité. Ça en est comme drôle, mais... Oui. Mais tu sais, quand tu fais tes enseignements, c'est quoi les étapes là, que tu amènes les gens? La première des choses, c'est de comprendre c'est quoi les croyances. Quel genre de croyances qui gèrent notre vie, d'où qui viennent. Parce que la plupart de nos croyances sont inconscientes et c'est pas nous autres qui les a choisies. On nous les a comme données, on les a acceptées. Et après ça, là, on va voir c'est quoi la réalité dans laquelle on vit. C'est l'aspect du quantique versus le newtonien. Fait qu'on va aller voir la science au travers de ce qu'on a appris à l'école aussi, puis ce qu'on nous a dit que la vie était, puis qu'est-ce que la vie n'est pas nécessairement. Après ça, on va aller voir c'est quoi la réalité des intuitions, de la manifestation, de la créativité, quel impact que ça peut avoir dans nos vies. Et tout ça, c'est tout le temps basé sur de la science, à confronter comment tu vois la vie. J'imagine que tu as des exercices. Là. Ouais, j'ai des devoirs à faire. On va travailler sur l'inconscient. J'ai des exercices qui travaillent directement sur notre inconscient parce qu'il y a comme une équipe de survie qui est en notre conscient puis notre inconscient pour s'assurer qu'on ne touche pas à notre inconscient, même si on souffre, mais ça reste sécuritaire, ça reste connu, et donc c'est prédictible. Fait qu'on préfère rester comme ça. C'est important ce que tu dis. Fait que le corps préfère souffrir dans quelque chose qui est connu que de se retrouver dans quelque chose qui est inconnu, parce que là, c'est plus la survie qui est affectée. Fait qu'on vit notre vie constamment en train de dire ça m'est arrivé, c'est un trauma, mais je vais m'assurer que ça ne réarrive pas. Mais je vais continuer à le vivre encore et encore et encore pour me protéger. Mais on se protège de quoi? De rien. C'est pas comme si un lion, avant ce processus-là dans notre cerveau, était essentiel. S'il y avait quelque chose de dangereux, il fallait le savoir parce que c'est une question de vie et de mort. Aujourd'hui, c'est pas ça. Il n'y a rien de ça. C'est pour ça que je dis le vrai courage, c'est pas de sauter en parachute. C'est de se regarder dans le miroir, c'est faire face à vraiment qui nous sommes. Mais ça, c'est pas le fun. On veut pas aller là. Donc, je vais vous amener au courant du processus sans nécessairement aller toucher à ces points-là, parce qu'on n'a pas besoin de retourner dans la souffrance pour être capable de s'en libérer. C'est pour ça que je travaille avec beaucoup de choses au niveau de l'inconscient. Mais en même temps, si on pense que la vie est d'une certaine façon, puis là, je vous confronte avec la science, puis là, vous faites « OK, ouais, j'avais jamais vu ça comme ça ». On vient d'avoir un chiffre de conscience, on vient d'avoir un chiffre de croyance.
sans nécessairement passer par cette souffrance ou dire ouais, mais ça n'a pas de sens. Puis, fait que c'est pour ça que souvent, c'est comme l'électrochoc quantique qu'on va m'appeler, entre autres. Puis, parce que si on se fait confronter assez sur certaines choses, on ne peut plus nier ce qu'on vient d'apprendre. Et donc, ce qu'on connaissait avant disparaît parce que ça a plus de sens. Tu sais, c'est d'avoir aussi cette bienveillance qui t'accompagne parce que Ouais. on sait que oui, on a le droit d'être dans ce processus-là, puis on a le droit de reconnecter avec notre essence même. Mhm. Maintenant, c'est le temps que je m'investisse sur moi. Ouais, effectivement. Tu sais, si on comprend que l'objectif de la vie, c'est pas d'accumuler du matériel ou de gagner telle chose ou d'avoir le plus beau diplôme. Mais si on comprend que la vie, c'est l'évolution, puis comme Einstein dit, Dieu ne joue pas au dé, il n'a pas de hasard. Fait qu'à chaque chose qui arrive dans ta vie, c'est toi qui crée cette vie-là. Hmm. Fait que tu sais, la seule chose que tu vas te mettre, c'est des choses pour passer au prochain niveau. Fait que quand il y a quelque chose qui n'est pas ce que tu veux, mais c'est toi qui l'as mis là pour que tu grandisses. Fait que tu sais, la seule chose qu'on doit avoir, c'est peu importe ce qui arrive, c'est d'avoir de la compassion pour soi-même, pour être content par rapport à ces choses-là, parce que c'est juste l'apprentissage. La vie, c'est juste ça. Mhm. Et on va mettre tellement de signification, oui, mais là, c'est à cause de l'autre. Puis quand on est là-dedans, on est dans une souffrance. On est tellement attaché à les choses. Puis même le bouddhiste le dit, une des plus grandes sources de souffrance, c'est l'attachement. Pas juste au matériel, à comment les gens vont me percevoir, à mon corps physique. Pour ça qu'on est tellement rendu dans du botox, dans les new age, puis ces choses-là. Là, les gens vont passer des heures, par exemple, au gym, à faire des choses. Mais ça, c'est notre corps physique. C'est juste notre véhicule pour faire notre expérience. Pourquoi ils ne mettent pas leur temps sur leur évolution? Mais l'évolution, ça se voit pas vraiment, tu sais. Ah, mais là, d'avoir un six-pack, d'avoir des beaux abdominaux, mais on vit dans un monde qui est dans le superficiel, parce qu'on pense que c'est notre corps physique la réalité. Mais le message que tu portes, Philippe, il est très élogieux. Puis je pense que c'est de tout retrouver la souveraineté en soi, puis Ouais, d'avoir vraiment des lunettes différentes hein, ouais, ouais, ouais. dans lesquelles on évolue, parce que tu parles beaucoup de ce mot-là, évoluer. Mais écoute, ça a Ouais. été vraiment, vraiment un bonheur de partager avec toi. Puis je suis certaine on va se reprendre. Ben, merci, merci. Au plaisir. Ouais, au plaisir, Philippe.